Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme donc chaque mercredi, on vous donne la parole sur Studio Qualita, l'émission qui vous donne la parole. Donc vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet studioqualita.com ou en téléchargeant l'application Studio Qualita sur Apple Store ou Google Play. Et donc nous reprenons le cours normal de ces émissions après une petite interruption des fêtes due aux fêtes de Pessah, même si nous étions présents. C'était des émissions un peu plus légères que nous avons fait, et avec l'actualité, surtout l'actualité de ces derniers jours, nous reprenons ces émissions, et une émission qui va être pratiquement consacrée uniquement à ce qui se passe ces dernières semaines à la frontière avec la bande de Gaza, dans la frontière donc sur la barrière de sécurité. Et pour cela, notre premier intervenant, c'est Dan. Dan, bonjour. Oui, bonjour. Dan. Donc voilà. Après les fêtes de Pessah, on se retrouve pour parler justement des derniers événements, des affrontements qui ont eu lieu, en tout cas ces 2 derniers vendredis, entre des manifestants palestiniens et les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez choquant, voire préoccupant. C'est dès lors que on est de passage en France, ou on habite en France, et que les non-juifs qui savent, des Français non-juifs savent qu'on est juif, on peut pas éviter certaines discussions. Et on est souvent pris à partie et on est obligé de s'expliquer sur certaines choses. Et donc ça a été mon cas, oui. Oui, vous avez été donc. Faut rappeler aux auditeurs que vous faites beaucoup la navette entre Israël et la France, donc vous vous trouvez très souvent en France et vous rencontrez des personnes qui vous interpellent justement sur la situation actuellement en Israël et dans la région. Oui, parce qu'en fait, ma situation professionnelle fait que je travaille avec hors communautaire, hors communauté, c'est-à-dire avec des Français. Juifs, non-juifs, etc. Ouais. Et effectivement, je suis obligé, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, de travailler un petit peu en France et en Israël. Donc voilà, et c'est vraiment très très surprenant de voir à quel point, dès lors que les gens savent qu'on est juif, et je pense que ça doit être le cas pour tous les juifs vivant en France, dès lors que les gens savent qu'ils sont juifs, ils peuvent pas passer à côté de certaines discussions. Alors vous avez discussion sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Oui, j'ai des discussions avec tout un tas de gens, et j'ai été surpris de voir à quel point l'effet, le prisme des médias français a agi sur les cerveaux. Ouais. Les gens avec lesquels j'ai discuté m'ont tous décrit la bande de Gaza, en tout cas les Gazaouis, comme étant enfermés, entassés dans un territoire qui s'appelle la bande de Gaza. Et ça, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est un acquis, c'est quelque chose qui... c'est bien entendu, l'entassement et l'enfermement sont 2 idées, mais complètement fausses quand on étudie un petit peu la réalité, quoi, sur le terrain. Mais en fait, ils prennent ça comme un fait accompli, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on part du postulat qu'il y a un entassement et un enfermement des Gazaouis dans un territoire, et très souvent, d'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, Gaza, bande de Gaza, c'est un camp de concentration ou une prison à ciel ouvert. Ce sont des expressions qui reviennent. Et donc, pour tordre le cou à ces 2 idées préconçues, 2 idées reçues, qui sont fausses, entassement et enfermement, moi j'ai deux petites choses à vous soumettre. Déjà, pour parler de l'entassement.
C'est ce que vous répondez en fait aux personnes qui vous parlent justement de ces clichés qui sont diffusés dans les médias en France? Si vous voulez, au début, j'avais pas les arguments. D'accord. Mais à force que ces attaques, ces descriptions de la situation reviennent, je me suis un petit peu renseigné. Donc vous vous êtes renseigné, vous avez trouvé alors des informations qui ne correspondent pas à ce qui est diffusé dans les médias français, pardon. Bien sûr, bien sûr. Pour parler de l'entassement, par exemple, vous savez que la densité de population à Monaco, la densité, ça mesure le nombre d'habitants par kilomètre carré, elle est de 18 654 habitants par kilomètre carré. À Monaco. Hein. La densité de population à Paris, c'est 20 934 habitants par kilomètre carré. Est-ce que vous connaissez la densité de population dans la bande de Gaza? Vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Oui, je vais vous le dire. Alors, c'est 5 398 habitants au kilomètre carré. Donc 18 à Monaco, 22 000, c'est ça à Paris? 21 000 à Paris. Donc et 5 000 donc c'est habitants au kilomètre carré dans la bande de Gaza. Ça veut dire, en gros, qu'il y a entre 3 et 4 fois moins d'habitants dans la bande de Gaza qu'à Paris ou à Monaco pour une même surface donnée. Oui. Donc déjà, ça nous donne une idée de l'entassement, l'idée de vraiment du camp de concentration où on concentre des gens, où les gens sont les uns sur les autres. C'est totalement fou par rapport à la réalité du terrain. Je veux dire, à Monaco, les gens vivent très bien. Il y a pas de problème. Si, avec tous les milliards qui sont injectés, tous les millions, j'exagère peut-être en parlant de milliards, mais avec les sommes extraordinaires qui sont injectées dans cette bande de Gaza, je pense que ils auraient pu être encore plus riches que les monégasques s'ils avaient construit des universités, des écoles, etc., au lieu de construire des tunnels. Ça, c'est bon. Alors ça, c'est concernant donc la densité de la population dans la bande de Gaza. C'est une première réponse à ces questions ou à ces affirmations qui vous sont données. Bien sûr, ce sont des faits. Oui, ce sont des faits. Facile à vérifier. Donc ça, c'est même pas, ça ne devrait même pas prêter à discussion, ce genre de choses. Maintenant, concernant l'enfermement par les Israéliens, on dirait que les gens oublient subitement que la bande de Gaza a une frontière d'environ 12 km avec l'Égypte. Ça veut dire que dans les postulats, dans les choses qui sont acquises, on pense que ce sont les Israéliens qui enferment les Gazaouis. Mais pour enfermer quelqu'un, encore faut-il quelqu'un ou une population, encore faut-il mettre cette population dans un espace entièrement clos. Or, 12 km de frontière avec l'Égypte, ça veut dire que sur 12 km, il y a une longueur de frontière que les Israéliens ne contrôlent pas du tout. Donc, c'est totalement faux de dire que ce sont les Israéliens qui enferment les Gazaouis dans une bande de terre. C'est totalement faux. Je veux dire, construire une prison avec une ouverture de plus de 12 km, il faut vraiment pas être doué, quoi. Je veux dire, Ouais. Donc voilà, c'est les deux choses. Oui. Et comment lorsque vous expliquez ces faits, qui sont vraiment des faits sur le terrain, comment cela est accueilli par les personnes qui entendent ces réflexions? Alors, ça va dépendre du degré d'antisionisme. C'est comme l'antisionisme, c'est un peu comme une maladie. Il y a des gens qui sont plus ou moins malades, qui sont plus ou moins atteints. Et alors, il leur faut des médicaments plus ou moins forts. Vous savez, quand on a une grosse grippe, bon, la grippe, c'est un mauvais. Bon, disons, quand on a une infection, on a une petite infection. Si c'est une petite infection, un peu de désinfectant, ça va aller. Si c'est une très très grosse infection, parfois il faut y aller avec des médicaments beaucoup plus forts. Et ce qui est très bizarre, c'est que on donne parfois des explications, on donne des éléments qui sont faciles à trouver sur Internet. Et certaines personnes qui sont très atteintes ont du mal à les accepter. À les accepter, ouais. On a du mal à accepter la réalité. On présente une réalité.
Très bien, Dan. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et nous avoir fait partager justement ce qui se passe actuellement en France concernant toutes ces affrontements, ces manifestations, des manifestations qui sont qualifiées aussi par les médias, et ça aussi c'est un problème de manifestations pacifiques, alors que la plupart des manifestants qui participent sont des membres du Hamas, qu'on ne peut pas appeler vraiment une organisation pacifique. Merci en tout cas, Dan, d'avoir participé ce matin à cette émission. Dans quelques instants, on continue avec notre auditeur sur Studio Kalita. Voilà, nous continuons cette émission. On vous donne la parole sur Studio Kalita, et notre prochain auditeur est Michel Calvo qui est en ligne avec nous. Michel, bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes avocat et vous avez aussi écrit un livre sur la région du Moyen-Orient. Exact. Rappelez-nous le titre du livre. Alors, le livre est en anglais. Ça s'appelle The Middle East and World War III. Why No Peace? Donc, en traduction simple, le Moyen-Orient et la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi pas de paix? Donc vous parlez de toute cette tension qui existe dans cette région, et puis vous allez intervenir, vous allez nous parler un peu de cette tension, comme on l'a fait il y a quelques minutes aussi, de cette tension à la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, avec des manifestations qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines. Et vous voulez plus particulièrement nous parler d'un triangle, un certain triangle, on va dire, qui existe entre Israël, le Fatah de Mohamed Abbas et le Hamas, et cette tension qu'il existe dans ce triangle. Oui, en fait, tout ça sert particulièrement le Fatah et Abbas. Il y a comme une répartition des tâches dans tout cela. C'est-à-dire que le Fatah a besoin du Hamas, et le Hamas a besoin du Fatah. Même si on voit qu'il y a certaines tensions entre eux. Oui, parce que en fait, le Fatah continue de parler ou de faire croire aux Européens que la paix est possible, qu'une diplomatie efficace peut arriver à cette fin. Et en conséquence, le Fatah et Abbas, l'autorité palestinienne, reçoivent des fonds qui servent en quelque sorte à continuer de s'enrichir. Et de l'autre côté, le Hamas bénéficie et a bénéficié jusqu'à récemment, bien qu'il est possible qu'il y ait une cessation de ses financements par l'autorité palestinienne, bénéficie de ces fonds tout en continuant le djihad contre Israël. C'est en fait cette relation très particulière dont tous les deux ont besoin. L'un apporte l'argent, l'autre continue de préparer le monde et de préparer les Palestiniens et les États arabes à une guerre totale contre Israël. Et quelle est la position des Européens dans cet état de fait? Écoutez, les Européens sont très très ennuyés parce que ils s'aperçoivent avec le temps qu'il y a à l'heure actuelle que les Palestiniens ont presque, que la population palestinienne a à peu près 4 États. Un État en Jordanie, où ils représentent plus de 70% de la population, un État en Cisjordanie, comme l'on dit, c'est-à-dire en Judée-Samarie dans certaines zones. C'est l'autorité palestinienne qui est en quelque sorte un quasi-État. Il y a des Palestiniens qui vivent en Israël, donc qui sont des citoyens israéliens, donc qui disposent d'un État. Et il y a enfin des Palestiniens qui vivent à Gaza et qui disposent d'un quasi-État. Ouais. Donc 4 entités, entités les palestiniennes. Et comme pour pouvoir avoir une paix, la paix que les Européens recherchent en fait pour eux-mêmes, parce que
pour être très franc, ça leur est complètement égal si nous continuons d'être tués. Ce qui les embête, et ce qui est leur crainte, c'est qu'il y a un débordement et que les attentats s'étendent aux États européens. Donc c'est une peur, en fait. Ces Européens veulent la paix, mais d'un autre côté, on ne peut avoir d'État et être reconnu par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité comme un membre à part entière de la communauté internationale qu'à partir du moment où on est, comme on dit, un peace-living country, un peuple et un État aimant la paix. Oui. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Palestiniens, que l'autorité palestinienne, que la Palestine entre guillemets, bien qu'elle ne dispose d'aucun territoire particulier, n'a pas été admise par le Conseil de sécurité comme étant un État membre. Donc les Européens qui sont un peu pris au piège donc de ces entités et qui doivent faire face à ces 3 entités, même 4 entités, et c'est quasi-État comme vous nous l'avez expliqué. Est-ce que vous pensez que ça va encore durer longtemps? Est-ce que les Européens vont pouvoir faire face à ça encore longtemps? Écoutez, les Européens vont finir par comprendre un jour ou l'autre, mais de toutes les façons, il faut savoir que les Européens bien qu'il y ait en façade des attitudes positives vis-à-vis d'Israël, les Européens, c'est-à-dire l'Union européenne en tant qu'Union européenne, a déjà choisi son camp. On sait très bien que ça leur serait complètement égal si l'État d'Israël disparaîtrait. À la limite, comme les Américains, d'ailleurs, ils pourront récupérer tous les Juifs qui sont dans les start-up et qui pourront aller vivre dans Silicon Valley ou dans d'autres, ou à Sophia Antipolis ou ailleurs. Vous comprenez? Oui. Les Européens n'ont pas changé. La mentalité n'a pas changé. L'antisémitisme n'a pas changé. Tout est constamment. Nous sommes constamment à nous battre pour faire respecter nos droits en Europe et pour faire respecter nos droits en tant que juifs. Les musulmans n'ont pas accepté à ce qu'on soit ici. Les chrétiens, les catholiques n'ont pas accepté que nous soyons ici, que nous retournons sur la terre. Cela leur crée un énorme problème psychologique, je dirais même théologique et métaphysique. Donc c'est un peu le sujet du livre que vous avez écrit. Oui, c'est le sujet du livre. J'explique comment toute la rhétorique qui était utilisée contre les Juifs par l'autorité palestinienne, la même base en fait, a été transposée par les musulmans dans leur généralité contre les infidèles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas musulman. Et en fait, c'est une guerre qui a été déclarée contre tous les non-musulmans. Et les dirigeants arabes sont conscients de cela. Il y a eu dernièrement une déclaration de Bouteflika qui a dit qu'il fallait changer notre façon de penser le monde et nos relations avec le monde, que les musulmans devaient changer, que les oulémas qui donnent des fatwas dans tel sens devraient changer leur direction. Sisi a dit ça également quand il s'est exprimé devant l'université Al-Azhar, l'université islamique de l'Azhar. Il leur a dit, il faut changer, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas, 1,6 billion d'habitants, faire la guerre et vouloir conquérir et vouloir faire annihiler ou changer ou imposer l'islam à 5 billions d'habitants. Ils sont conscients de cela, mais ce qui se passe à Gaza, cette histoire de rentrer à Gaza, ça a été de sortir de Gaza et de rentrer en Israël. Cette histoire-là, elle est très, très symptomatique parce que c'est quelque chose qui retourne. Vous vous rappelez, il y a quelques années déjà, ils ont essayé de venir par le Golan. Oui. On a tiré, ils ont compris un petit peu que ce n'était pas possible. Là, on a
à des irréductibles. En fait, ils sont en train de faire une répétition, c'est assez bizarre, ils sont en train de faire des répétitions de ce que les prophètes nous prévoient, c'est-à-dire la vallée des passants, les gens qui vont descendre du nord et envahir Israël. C'est une portion des prophètes de Ézéchiel que l'on lit à Rosh Hashanah et à Kippour, qui parle de la dernière bataille de l'humanité, de Gog et Magog. Michel, comment on peut se procurer votre livre ? Écoutez, c'est très simple, on peut se le procurer en l'achetant sur Amazon. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent l'acheter à un prix inférieur, puisque l'acheter aux États-Unis, il y a en plus de ça le coût de l'envoi de la poste, qui est plus important que celui que vous payerez si vous l'achetiez sur Amazon.fr. Donc et voilà, puis, Amazon. .fr. D'accord. .fr. Et il faut vous dire que mon livre est en même temps un livre multimédia, c'est-à-dire que j'ai cité pas mal de vidéos et d'articles que vous pouvez voir directement sur votre portable, puis si vous avez l'application QR Code, en français Flash Code. D'accord. Cela vous permet en même temps de lire le livre et en même temps de voir des vidéos. Très bien. Vidéos, il y a certaines vidéos qui sont assez sympathiques, comme la formation des suicide bombers, des gens qui vont se suicider. D'accord. Savez-vous à ce propos qu'ils vont passer à peu près 40 jours dans des tombes la nuit ? Ah oui ? Oui, non, je ne savais pas. Oui. Ouais. En plus de la promesse d'avoir 70 vierges. 70 vierges, ça c'est autre chose. Oui. Okay, merci beaucoup Michel, en tout cas, d'avoir intervenu ce matin sur Studio Qualita. Je vous remercie. Bonne journée. Et à bientôt. Bonne journée. Bye bye. On vous donne la parole sur Studio Qualita, comme donc chaque mercredi, émission qui vous donne la parole, le 050 430 80 20. C'est le numéro de téléphone de notre boîte vocale. Si vous voulez nous laisser un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone pour participer à cette émission. Et nous avons à présent en ligne avec nous David Chemla qui habite Paris. David, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie d'une association qui s'appelle G-Call, donc une association qui œuvre pour la paix, et qui œuvre pour la paix particulièrement en Europe et en France. Et vous allez organiser, si je ne me trompe pas, un colloque qui va avoir lieu à la fin du mois d'avril, qui a pour titre « Israël, la démocratie menacée ». Alors, ça va nous permettre de parler un peu des activités de votre association et aussi un peu de ce colloque, du sujet de ce colloque. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Alors, tout d'abord, je vous précise que G-Call est un mouvement qui a été créé en 2010 suite à un appel signé par plusieurs personnalités et pour plusieurs milliers de personnes. Donc, parmi les personnalités les plus connues, c'est Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Daniel Cohn-Bendit et j'en passe beaucoup d'autres, dont l'objectif est de permettre aux Juifs dans le monde, enfin surtout Européens, puisque nous sommes, nous, en Europe, d'exprimer notre position et notre attachement d'abord à Israël comme État du peuple juif et un État démocratique. Évidemment, c'est le fondement, et contre l'occupation dont nous pensons qu'elle met en danger ses fondements. Donc voilà, ça c'est pour préciser notre activité. Tout à fait, vous avez bien fait de le rappeler. Donc notre objectif est bien de soutenir tout processus de paix en Israël, les encourager et en tout cas de faire entendre notre voix et notre inquiétude sur la situation de la région. Alors maintenant, pour en revenir au colloque, effectivement c'est notre événement annuel. Nous faisons régulièrement des colloques sur la situation, je dirais, sécuritaire ou sur la situation politique ou le conflit. Cette année, nous avons décidé de mettre le focus sur la société israélienne. Et le titre du colloque, comme vous l'avez cité, c'est Israël : la démocratie menacée, avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que ce n'est pas une affirmation, c'est une question que l'on se pose et que nous allons développer avec nos invités. C'est-à-dire faire le point de la société israélienne 70 ans après sa création. On assiste aujourd'hui, depuis un certain nombre de mois, et en tout cas à un processus que nous trouvons inquiétant au sein même de la société israélienne,
par, disons, une tonalité d'abord du discours politique, du débat public qui devient de plus en plus violent. Ça, c'est un signe qui n'existait pas auparavant. Il y a aussi des attaques par des membres de la coalition actuellement au pouvoir et aussi par des fois dans les médias contre les fondements de cette démocratie, comme la Cour suprême dont on remet en cause disons ses prérogatives, des attaques ad hominem contre des personnes publiques à cause de leurs engagements politiques en les présentant comme des traîtres. L'affaire en cours contre le Keren Hadasha, cette fondation qui milite depuis des années, gérée pour soutenir des tas de projets sociaux d'abord en Israël et puis des organisations qui militent en Israël pour la paix et dont on met en cause même sa présidente actuelle, Talia Sasson, ancienne conseillère juridique du gouvernement, rappelez-vous, de l'époque de Ariel Sharon, etc. Donc tout ce climat-là nous inquiète et nous allons pendant une journée y consacrer nos débats. Et nous avons pour cela invité des personnalités de premier plan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui sont invitées à ce colloque? Je suppose que ce sont la plupart des Israéliens? Oui, bien sûr. Ce sont d'abord essentiellement des Israéliens qui parleront de leur société. Vous savez qu'en Israël, il existe un institut qui s'appelle Institut pour la démocratie israélienne. Donc, nous avons fait appel à des experts de cet institut. Il y a une quarantaine d'experts qui traitent de tous les sujets. Ils sont tous des juristes de formation, des gens connus qui interviennent dans des débats publics et puis surtout des fois dans comme conseillers dans différentes commissions gouvernementales éventuellement. Et nous y avons invité deux d'entre eux, Shuki Friedman, qui est un juriste et religieux par ailleurs, et qui est responsable au sein de l'Institut de la problématique date Medina, c'est-à-dire la religion et l'État. Les rapports entre la religion et l'État, comme vous le savez, c'est un sujet sensible en Israël. Et donc, il parlera de ces aspects-là du problème. Et puis, Amir Fuchs, qui est lui aussi un juriste, qui travaille en relation directe avec la Knesset, où il suit les nouvelles lois qui sont déposées ou étudiées en projet, pour voir dans quelle mesure ils remettent ou pas en cause les fondements démocratiques. Indépendamment de ces deux juristes, nous avons invité un député bien connu, Omer Bar-Lev, député travailliste, ancien colonel de réserve et chef du commando de la Seret Matkal. Il n'est pas nécessaire de revenir sur toute la carrière d'Omer Bar-Lev, qui a été choisi il y a quelques années d'ailleurs pour allumer un des 12 flambeaux le jour de Yom Ha'atzmaut en regard de ses engagements pour développer les contacts avec la périphérie du pays. Nous avons invité Ishaï Sarid, un jeune écrivain, parce qu'on peut écouter aussi la voix de la société civile et pas uniquement des politiques. Ishaï Sarid est un jeune écrivain, avocat par ailleurs, dont les livres sont traduits en français et qui s'intéresse à toutes ces questions. Et la journaliste Mazal Moalem, bien connu en Israël par ses écrits, ses interventions à la télévision, notamment la télévision de la Knesset. Alors, est-ce que c'est un fait du hasard ou est-ce que c'est une volonté des organisateurs de ne pas inclure dans cette liste des personnalités du monde de la droite israélienne, peut-être même des habitants des implantations? Alors, d'abord, la question des territoires ne va pas être évoquée du tout. Donc, c'est pas un problème d'implantation ou pas d'implantation. On se focalise sur la société israélienne. Alors, notre volonté, c'était surtout d'abord d'inviter la société civile, parce que on veut décrire ce qui se passe. D'abord, revenir sur les fondamentaux, et pour cela, on a fait appel aussi à un expert français, Sami Cohen, professeur à Sciences Po, qui est aussi d'origine israélienne, et qui a écrit de nombreux livres sur la société israélienne, et qui va revenir un petit peu sur les fondements, parce que c'est pas toujours connu par notre public en France, savoir quels sont les bases de la démocratie israélienne, le rôle des différentes institutions, la Cour suprême. Vous savez que le droit israélien est d'origine britannique, quelque part, puisque c'est au mandat que tout a été mis en place. Donc, revenir sur ces fondements. Et nous avons aussi invité un autre professeur de Sciences Po, Jacques Rupnik, qui est spécialiste d'Europe de l'Est. Alors, vous me direz, pourquoi l'Europe de l'Est? Parce que on assiste dans le monde à un processus, disons, de l'évolution du modèle de la démocratie vers ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Alors, il y a certains excès, comme ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, et nous voulons justement éclairer ce qui
qui se passe au sein de la société israélienne en le mettant en perspective à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'Israël en est arrivé au stade de la Pologne, de la Hongrie, mais elle s'inscrit, enfin, les évolutions de toutes ces crises de la démocratie interne, c'est pas spécifique à la société israélienne. De faire un parallèle donc, avec ces pays. Voilà, donc ça c'est pour élargir. Alors, ce qui concerne la droite, oui. Donc, comme je vous le rappelle, donc le focus c'était la société civile, donc les universitaires de l'institut, une journaliste pour montrer comment ça se passe dans les médias, un député. Et un écrivain, pardon. Et quand on a voulu inviter un politique, effectivement, on a beaucoup hésité sur la personnalité invitée. On a cherché, disons, un scénario où nous aurions eu un représentant, je dirais, de la gauche, centre-gauche et un autre du centre-droit. L'objectif était d'inviter des personnalités, disons, qui sont fortement engagées pour défendre cette démocratie. Si on avait pu inviter le président Rivlin, ça aurait été extraordinaire. Il est issu de la droite, mais c'est un ardent défendeur de la démocratie et de ses fondements en Israël. Parce qu'il peut faire en participant dans le débat public. Évidemment, c'est pas possible d'inviter le président à venir dans un débat, il serait pas venu, et à juste titre, dans un débat, disons, association comme la nôtre. Mais on a donc cherché différentes personnalités. Je vous cache pas que ça n'a pas été facile pour des questions d'agenda, de calendrier, trouver quelqu'un de disponible. Et puis, on a volontairement pas pris quelqu'un du Meretz, qui est bien situé sur la gauche de l'échiquier politique, mais d'un parti travailliste. Centre-gauche, on va dire aujourd'hui, dirigé par Avi Gabay. Voilà, et puis donc je pense que, si vous voulez... donc en fin de compte, vous n'avez pas pu trouver un représentant, disons, de la droite ou du centre-droite. On a, disons, les contacts qu'on a pu avoir n'ont pas abouti. Mais de toutes les façons, c'est pas une question de droite et de gauche. Je pense que la démocratie, il y a des fervents défenseurs au sein du Likoud aujourd'hui des fondements de la démocratie israélienne. Si on avait pu avoir quelqu'un comme Dan Meridor, par exemple, qui n'est plus un acteur politique aujourd'hui du premier plan, mais enfin qu'il a été, ça aurait été très bien, enfin par exemple. Mais bon, tout n'a pas pu être possible. Alors, encore une question plutôt générale cette fois-ci, David. Quelle nécessité vous voyez d'organiser ce genre d'action, d'activité, de conférences en dehors d'Israël? C'est quand même, ça reste tout de même un problème intérieur à Israël, et je dirais c'est aux Israéliens de le régler. C'est vrai qu'il existe et il y a beaucoup de tensions autour de ça dans le pays, et c'est un sujet qui est beaucoup débattu aussi ici. Pourquoi, en fait, l'exporter à l'étranger et en parler en dehors des frontières d'Israël? Alors, d'abord, c'est certes un débat interne israélien pour tout ce qui sont, disons, les décisions que le peuple israélien peut faire de l'évolution de sa démocratie par la participation au vote et au choix de ses représentants. Mais concerne aussi fortement la diaspora. Nous sommes une association de militants juifs très pro-sionistes. Nous luttons contre le BDS, nous luttons pour un Israël en paix et dans la région. Et disons, l'avenir d'Israël comme une société démocratique nous concerne aussi. Si demain, je ne pense pas que, disons, que ce soit le cas, mais enfin, on ne sait-on jamais. Si Israël devait évoluer, et il y a eu des déclarations en ce sens de la ministre de la Justice, il n'y a pas si longtemps, en disant que entre un État juif et un État démocratique, elle préfère que Israël reste avant tout un État juif dans sa conception de l'État juif, et même si c'est en remettant en cause ses fondements démocratiques. Alors si c'était le cas, je dirais que ça aurait des implications aussi sur l'identité de beaucoup de juifs dans le monde qui se sentent pro-israéliens, qui s'identifient à ce pays, qui ont des relations personnelles, familiales, etc., que vous connaissez. Et donc, ces questions nous concernent, évidemment, pour les comprendre, déjà. Comprendre la société israélienne, c'est important. Vous savez, souvent en Europe, quand on parle du conflit, j'en dis un mot, les gens disent, mais je comprends pas, il y a une majorité d'Israéliens qui veulent la paix, et les sondages le prouvent qu'il y a une majorité encore en Israël pour 2 États, mais quand ils vont voter, ils votent d'une certaine façon qui permettent à ce que la droite soit majoritaire, et ils ne comprennent pas ce qui se passe au sein de la société israélienne. Donc, disons, faire de tels débats, c'est aussi mettre un éclairage sur les fonctionnements internes de la société israélienne, ses blocages, ses difficultés, la recherche de son identité. Je crois que c'est au contraire très positif de le comprendre pour essayer de voir pourquoi ça évolue comme ça et faire en sorte que les gens soient conscients des risques existants. Israël, donc la démocratie menacée, point d'interrogation, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Donc le colloque de J-Call qui aura lieu le 28 avril à la mairie, Paris, à la mairie du 4e arrondissement. Mais
signale à vos auditeurs qui sont de passage à Paris, s'ils voudraient y assister, qu'il est préalable de s'inscrire sur notre site jcol.eu en allant sur la page française, parce que nous sommes un site européen, donc il allait choisir donc le site français, jcol, jca2l.eu, et ensuite sélectionner sur le côté droit de la première page le colloque, l'inscription, et suivre la procédure, parce que pour des questions sécuritaires, nous sommes à Paris en 2018, quand on fait un tel colloque, on vérifie aussi qui rentre dans la salle, et puis payer une petite participation aux frais. Très bien. Merci beaucoup, David Chemla, d'avoir intervenu ce matin sur Studio Qualita. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Bye bye. Voilà, nous terminons ainsi cette émission. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Je vous rappelle que le numéro de téléphone pour nous joindre et pour participer, vous aussi, à cette émission, c'est le 050 430 80 20. 050 430 80 20 ou bien nous laisser un message sur le site studioqualita.com. Merci à Ariel pour la réalisation technique de cette émission. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Merci, bye bye, à bientôt. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.